Nous nous retrouvons donc à présent pour la vidéo sur les exercices, sur le chapitre les corps purs et les mélanges, niveau seconde. Les exercices sont disponibles dans la description de la vidéo. Je vous invite à télécharger la feuille et à essayer de résoudre les exercices par vous-même avant de commencer à visionner la correction. C'est parti pour la correction du premier exercice. On a un professeur qui fait étudier des échantillons de matière à ses élèves lors d'une séance de travaux pratiques. Et pour chacun de ces échantillons, les élèves vont devoir faire des observations. Et à partir de ces observations, vous allez dire si l'échantillon est un corps pur, un mélange homogène ou bien un mélange hétérogène. L'eau, comme nous avons vu pendant le cours, est constituée uniquement de molécules d'eau. Elle est donc constituée d'un seul type de molécules et par conséquent, il s'agit d'un corps pur. Un autre échantillon de matière, par exemple un tube à essai où nous aurions introduit de l'eau et de l'huile. C'est forcément un mélange puisqu'on a introduit deux espèces chimiques différentes. Et les élèves d'ailleurs ils observent deux phases, puisque comme nous avons vu pendant le cours, ces deux liquides ne sont pas miscibles. Donc si on peut observer deux phases, cela signifie que le mélange est hétérogène. À présent, un tube à essai où on aurait introduit cette fois de l'eau et du vinaigre, c'est toujours un mélange puisqu'on a introduit deux espèces chimiques différentes, mais les élèves observent seulement une phase rouge. Donc si on n'est pas capable de distinguer les différents constituants du mélange à l'œil nu, cette fois-ci le mélange est homogène. Alors pour l'eau de mer, comme vous le savez, c'est un mélange entre de l'eau et du sel puisqu'elle est salée. Un mélange solide-liquide comme nous avons vu dans le cours où le soluté, le sel, est dissous dans le solvant, l'eau. Il est d'ailleurs impossible de voir le sel à l'œil nu en regardant l'eau de mer et ce mélange il est donc lui aussi homogène. On vous pose ensuite la question pour le bronze. Donc le bronze c'est un métal comme vous le savez et la question c'est de savoir si c'est un corps pur, donc s'il est constitué d'une seule espèce chimique ou bien si c'est un mélange, un métal constitué de plusieurs espèces chimiques. Alors ici, si on n'est pas sûr, on peut regarder un tableau périodique. Vous avez sur le tableau périodique tous les atomes qui existent, qui sont rangés par type. Nous verrons le comment et le pourquoi dans un prochain chapitre de seconde. Mais en tout cas, dans ce tableau que vous voyez, tous les atomes en jaune, ce sont des métaux. Donc un bout de métal, ce sera un corps pur seulement s'il apparaît dans le tableau périodique. Vous voyez par exemple le fer, qui comme on a dit pendant la leçon, est constitué uniquement d'atomes de fer. Vous pouvez retrouver d'autres métaux que vous connaissez, comme l'aluminium, le cuivre, l'étain. Mais si on cherche bien, le bronze n'apparaît pas dans ce tableau périodique. Donc il n'existe pas d'atome de bronze, car le bronze est un métal constitué en fait de plusieurs atomes. Si on ne trouve pas le métal dans le tableau périodique, c'est forcément un mélange. Donc le bronze c'est un mélange qui est en réalité constitué de cuivre et d'étain. Et lorsqu'on regarde un morceau de bronze, on ne peut pas distinguer une phase de cuivre et une phase d'étain. On a donc un métal de couleur uniforme, couleur bronze. C'est donc un mélange homogène ici. Le fer, quant à lui, il apparaît bien parmi les métaux du tableau périodique. Donc un morceau de fer, il est constitué uniquement d'atomes de fer. Et c'est donc bien un corps pur ici. Passons au deuxième exercice, cette fois-ci sur la masse volumique. On dispose ici de trois liquides et on souhaite les identifier. Pour cela, nous avons trois éprouvettes vides que nous posons sur trois balances. On fait le tas sur la balance qui va mettre la masse à 0. Puis on verse chacun des liquides dans chacune des éprouvettes. On obtient les masses suivantes pour chacun des liquides, A, B, C. Et on peut également lire le volume grâce à la graduation présente sur les éprouvettes. Si nous avons la masse et le volume correspondant du liquide, on est capable d'appliquer la formule vue dans le cours pour trouver la masse volumique du liquide. Donc lorsqu'on applique cette formule, on va pouvoir trouver un résultat qui va nous dire de quelle huile essentielle il s'agit. Si le résultat vaut 0,95, on aura du basilic, mais si le résultat vaut 0,90, alors ce sera du menthol. Donc notons ici que dans le tableau, les masses volumiques nous sont données en grammes par millilitre, et ça tombe bien puisque nos balances nous donnent directement les masses en grammes et que les éprouvettes graduées nous permettent de voir les volumes en millilitres. Donc nous pouvons directement appliquer la formule, nous n'avons pas besoin de faire de conversion ici. Notre premier liquide, donc, il pèse 7,65 g pour 8,5 ml. Donc si je divise 7,65 par 8,5, je trouve 0,90 g par millilitre pour la masse volumique. Donc mon liquide A, c'est en réalité du menthol, car il a la masse volumique du menthol. Le second liquide, lui, il pèse 14,95 g pour 17 ml. Donc si je divise 14,95 par 17, je trouve 0,88 g par millilitre.
pour la masse volumique. Donc mon liquide B il correspond à de la lavande, puisque c'est l'espèce chimique qui a la masse volumique correspondante. Et mon dernier liquide, il pèse 22,80 g pour 24 ml. On trouve avec cette valeur une masse volumique de 0,95 g par millilitre. Ainsi, mon liquide C correspond au basilic. Exercice à présent sur la chromatographie, qui est une notion plutôt nouvelle en seconde. Vous avez une chromatographie qui a été réalisée et vous voyez le résultat sur cette image. On a déposé 5 liquides à analyser, une goutte d'huile essentielle qu'on a déposée à la position 1, une goutte de menthol à la position 2, une de menthone à la position 3, une de menthofurane à la position 4 et enfin de l'eucalyptol à la position 5. On vous demande dans un premier temps d'analyser la première goutte, donc l'huile essentielle de menthe, et de dire s'il s'agit d'un corps pur ou d'un mélange. Et si on regarde au-dessus du dépôt, on constate qu'il y a 5 taches qui se sont formées. Donc l'huile essentielle de menthe, c'est forcément un mélange constitué exactement de 5 espèces chimiques différentes. Donc chacune de ces espèces, elle a formé une tache à une hauteur qui lui est propre. On vous demande ensuite de trouver ces espèces chimiques contenues dans l'huile essentielle de menthe. Donc on constate que le dépôt 2, le menthol, il a formé qu'une seule tache au-dessus du dépôt, parce que le menthol, c'est un corps pur, donc une seule espèce chimique. Et si un dépôt forme une tache à la même hauteur que celle du menthol, alors ça veut dire que le dépôt contient du menthol. Ainsi, on peut déjà dire que l'huile essentielle, elle contient du menthol, puisqu'elle forme une tache à la même hauteur. On peut également dire que l'huile essentielle de menthe, elle contient du menthone, puisqu'elle forme une tache à la même hauteur que le menthol. On rappelle que le menthone, c'est l'espèce chimique qui a été disposée à la position 3. Donc pour voir quelle serait la hauteur spécifique du menthone. Et il y a également du menthofurane, puisque l'huile essentielle, elle forme aussi une tache à la même hauteur que le menthofurane. Par contre, on peut dire que l'huile essentielle de menthe, elle ne contient pas d'eucalyptol, puisqu'elle ne forme pas de tache à la même hauteur que l'eucalyptol, qu'on a déposé en position 5. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'huile essentielle de menthe grâce à cette chromatographie? On peut dire que c'est un mélange qui est composé de menthol, de menthone, de menthofurane, ainsi que de 2 autres espèces chimiques qu'il nous est impossible d'identifier pour l'instant avec la chromatographie réalisée ci-dessous. Passons à présent à un exercice sur les températures de changement d'état. Donc, comme nous l'avons vu dans le cours, elles peuvent aussi nous permettre d'identifier les espèces chimiques. Donc, lors de cet exercice, on va vous demander de tracer une courbe, ce qui est un savoir-faire important en sciences et donc en physique-chimie. Vous avez plusieurs métaux qui sont des mélanges de cuivre et de nickel. Vous en avez exactement 6. Vous en avez certains qui possèdent plus de cuivre, d'autres plus de nickel. Et parmi ces 6, vous en avez même un qui est uniquement constitué de cuivre et un autre qui est uniquement constitué de nickel. Donc c'est d'ailleurs le sens de la première question. On vous demande de trouver la température de fusion du cuivre pur. Donc la première ligne du tableau vous donne le pourcentage de cuivre dans le mélange. Si vous avez 100% de cuivre, cela signifie que vous avez uniquement du cuivre. Donc la température de fusion lorsqu'on n'a que du cuivre, elle est donnée dans cette première colonne, c'est 1085 degrés Celsius. Ce sont ici des mélanges composés uniquement de cuivre et de nickel. Donc si vous avez 0% de cuivre dans votre mélange, cela signifie que vous aurez forcément 100% de nickel. Donc la température de fusion du nickel pur, elle vous est donnée dans la première colonne de votre tableau et elle est de 1450 degrés Celsius. On va vous demander ensuite de tracer la courbe en représentant la température de fusion de l'alliage en fonction du pourcentage de cuivre. Donc nous allons essayer de détailler le tracé car il est fréquent de devoir tracer un graphique qui représente une grandeur en fonction d'une autre. Déjà la première chose qu'on peut dire, c'est qu'en mathématiques, lorsqu'on vous demande de tracer y en fonction de x, on veut que vous ayez y sur l'axe des ordonnées et x sur l'axe des abscisses, puisque c'est y en fonction de x. Ici, on vous demande la température en fonction du cuivre. Donc on met la température en fonction, c'est-à-dire la température en ordonnée, et le pourcentage de cuivre, il doit être en abscisse. Ensuite, il faut regarder les valeurs que vous allez devoir placer sur le graphique pour choisir une gradation intéressante. Les gradations, elles ne sont pas données dans le tableau, c'est à vous de les choisir. Ici, vos valeurs, par exemple, elles vont entre 1085 degrés Celsius et 1450 degrés Celsius.
Donc ça ne sert à rien de prendre des graduations allant de 0 à 5000 degrés. On ne verra rien sur le graphique. Pour voir au mieux, il faudrait prendre des graduations allant de 1000 degrés par exemple jusqu'à 1500 degrés, avec un espace de 2 carreaux entre chaque graduation. Donc ça pourrait correspondre aux données de l'exercice. On commence à 1000 degrés, puis on place une graduation tous les 100 degrés. Concernant le pourcentage de cuivre, nous avons des valeurs allant de 0% à 100%. On peut donc faire une graduation en mettant 10% par carreau par exemple. Donc seulement une fois que nous avons créé notre grille, que nous avons fait nos graduations, et choisi des valeurs adaptées aux données de l'exercice, nous allons pouvoir commencer à regarder en détail les valeurs du tableau pour pouvoir placer les points de notre courbe. Notre premier point, il a pour valeur 0 en abscisse, 0% de cuivre, et 1450 degrés en température, en ordonnée. Donc une température de fusion de 1450 degrés Celsius. Donc on place le premier point à 0 au niveau de l'axe horizontal et à 1450 au niveau de l'axe vertical, tout en haut, bien entre 1400 et 1500 sur notre graduation. Le deuxième point, 20% au niveau de l'axe horizontal et à la hauteur de 1350 degrés, donc pile au milieu de nos graduations 1300 et 1400. La troisième valeur, 40% de cuivre, on place la température à 1280 degrés, donc un petit peu en dessous de la graduation 1300. Pour les 60%, nous avons 1220 degrés, donc un petit peu au-dessus de la graduation 1200. L'avant-dernier point, 80% en abscisse et 1140 en ordonnée, donc presque au milieu de nos graduations 1100 et 1200, un peu plus proche du 1100 quand même. Et enfin, pour 100%, notre dernière valeur en abscisse, on a une température de 1085 degrés, donc un tout petit peu en dessous de 1100. Nous avons donc placé tous les points sur notre graphique, mais seulement après avoir réfléchi à des graduations intéressantes qui nous permettent de bien visualiser la courbe sur le graphique. Donc à présent, on peut tracer la courbe, c'est-à-dire relier nos points. Et pour relier les points, la règle est la suivante. Si mes points ils sont parfaitement alignés, ça veut dire que mes deux grandeurs elles sont proportionnelles. Et dans ces cas-là, je peux utiliser la règle. Ici, ce n'est pas exactement le cas. La température de fusion elle n'est pas directement proportionnelle au pourcentage de cuivre. Il faut donc tracer cette courbe-là à main levée. Et une dernière question qu'on vous posera souvent lorsque vous aurez un graphique entre les mains, c'est de lire les valeurs du graphique. Donc ici, on vous demande quelle va être la température de fusion d'un mélange contenant 30% de cuivre. La valeur n'apparaît pas dans le tableau, on va donc aller la chercher sur notre graphique. Je regarde où se situe 30% sur l'axe des abscisses et je fais un trait vertical qui remonte jusqu'à ma courbe. Ensuite, je pars de ce point où les 30% coupent la courbe et je fais un trait horizontal qui va venir couper l'axe des ordonnées et me donner la température que je cherche. Donc ici, c'est un tout petit peu au-dessus de 1300 degrés. La température de fusion d'un alliage de cuivre-nickel composé de 30% de cuivre, elle est donc à peu près de 1305 degrés. Cinquième exercice à présent, toujours sur les températures de changement d'état des espèces chimiques, mais également sur les masses volumiques. Donc exercice un petit peu plus complet que vous pouvez retrouver en évaluation par exemple. Ici, on vous donne les mesures physiques de température, de fusion et de masse volumique pour deux espèces chimiques. Vous avez l'acide maléique et l'acide fumarique. La première question, c'est de savoir si on peut identifier ces espèces chimiques grâce au Banco-Fleur. Le Banco-Fleur, nous en avons parlé dans le cours, et vous avez peut-être déjà utilisé en TP, il permet de poser les espèces chimiques sur une position du banc et de voir à quelle température est-ce qu'elles vont fondre. Donc pour l'acide maléique, qui a une température de fusion de 131 degrés Celsius, on la dispose sur le Banco-Fleur, puis on va approcher la poudre, on va la déplacer doucement jusqu'à la position 131 degrés Celsius. Et il va se mettre à fondre. Donc c'est tout à fait possible d'identifier l'acide maléique avec le Banco-Fleur. En revanche, pour l'acide fumarique, attention, sa température de fusion étant de 287 degrés Celsius, il sera impossible de l'identifier grâce au Banco-Fleur. En effet, le Banco-Fleur, généralement, il peut chauffer que jusqu'à 260 degrés Celsius. Donc si j'ai une poudre de matière que je dispose sur mon Banco-Fleur et que je la passe successivement sur toutes les positions jusqu'à 260 degrés, et que rien ne se passe, ma poudre ça peut être de l'acide fumarique, mais ça peut aussi être une poudre de calcium qui, elle, par exemple, fond à 842 degrés.
Donc il est impossible avec le Banco-Fleur d'identifier une espèce chimique dont la température de fusion serait supérieure à 260 degrés Celsius. À présent, la deuxième partie de cet exercice, on vous demande d'élaborer un protocole qui va vous permettre de déterminer la masse volumique des solutions d'acide maléique et d'acide fumarique. Et pour cela, vous disposez de fioles jaugées de 20 ml et d'une balance à précision de 0,1 g. On va donc écrire le protocole, c'est-à-dire détailler l'expérience. Pour commencer, il faut poser la fiole jaugée sur la balance et appuyer sur le tare, ou autrement dit, faire le zéro. Ainsi, la balance elle va retirer la masse de la fiole vide lorsqu'elle va nous donner les résultats. Et nous aurons finalement écrit sur la balance juste la masse de nos liquides, celle qui nous intéresse. Ensuite, on retire la fiole de la balance et on manipule au-dessus de l'évier. On va remplir la fiole jaugée avec de l'acide maléique, donc jusqu'au trait de jauge, pour avoir exactement 20 ml. On replace ensuite la fiole pleine sur la balance, qui va nous donner la masse correspondante à 20 ml d'acide maléique. Puisque nous avons notre masse et notre volume, nous pouvons calculer la masse volumique en divisant la première grandeur par la seconde. Puisqu'on divise des grammes par des millilitres, nous aurons une masse volumique en grammes par millilitre. Donc en classe de seconde, grammes par millilitre, on note ça grammes fois millilitre puissance moins 1. Donc voici le protocole pour trouver la masse volumique d'un acide. Pour le second, il suffit de recommencer. En tout cas, s'il s'agit de l'acide maléique pur et que le protocole est bien respecté, on doit trouver un résultat d'environ 1,59 g par millilitre. Et si on fait les mêmes étapes et qu'en fait on est en présence d'acide fumarique, on devra trouver un résultat pour la masse volumique de environ 1,63 g par millilitre. Le dernier exercice, cette fois, c'est une étude de chromatographie et des calculs de masse volumique. Dans l'énoncé, on vous dit que le benzoate de benzyle est utilisé en médecine comme un traitement antiparasitaire sous la marque Ascabiol. Donc il peut être obtenu soit à partir de la résine de myroxylon, un arbre originaire d'Amérique centrale, soit par la fabrication en laboratoire. Donc vous avez une chromatographie où vous avez 3 dépôts, en 1 du benzoate de benzyle, en 2 de la résine de myroxylon et en 3 de l'ascabiol. Première question, quel est le rôle d'une chromatographie? Donc une chromatographie, elle va vous permettre de séparer les différentes espèces chimiques contenues dans un mélange, et pourquoi pas de les identifier. Par exemple, la résine de myroxylon, c'est celle qu'on a déposée à la position 2, qu'est-ce qu'on peut en dire? Après migration, on a obtenu 4 taches. Donc la résine de myroxylon, c'est un mélange qui contient 4 espèces chimiques différentes, puisqu'elle fait 4 taches. Le benzoate de benzyle, quant à lui, c'est un corps pur, puisqu'il ne contient qu'une seule espèce chimique, étant donné qu'on a une seule tache au-dessus du dépôt 1. C'est ce que nous avons vu lors du cours ou de séances de travaux pratiques. Si un dépôt forme une tache à la même hauteur que le benzoate de benzyle, alors c'est que le dépôt il contient du benzoate de benzyle, puisque cette hauteur elle est caractéristique de cette espèce chimique. Donc selon la chromatographie présente, la résine de myroxylon elle contient bien du benzoate de benzyle, car parmi les taches formées au-dessus du dépôt 2, on en observe une à la même hauteur que le benzoate de benzyle. On vous dit d'ailleurs dans l'énoncé que le benzoate de benzyle est une espèce chimique qu'on peut extraire de cette résine provenant des arbres d'Amérique centrale. Donc dans cette résine, il y a bien du benzoate de benzyle. Quant à l'ascabiol, lui aussi il contient bien du benzoate de benzyle puisqu'il se forme une tache au-dessus du dépôt 3 et cette tache elle est à la même hauteur que le benzoate de benzyle. On vous dit d'ailleurs dans l'énoncé que l'ascabiol c'est un médicament qui est fait à base de benzoate de benzyle. Donc c'est normal qu'il en contienne. Et apparemment il ne contient que ça puisqu'il ne se forme aucune autre tache au-dessus du dépôt 3. Nous passons à la deuxième partie de l'exercice à présent sur les masses volumiques. On vous demande de calculer la masse volumique de l'ascabiol, sachant que 1 ml d'ascabiol pèse 1,25 g. Donc la formule qu'on utilise pour calculer la masse volumique, c'est ρ est égal à m sur v. Donc si on a une masse en grammes et un volume en millilitres, le résultat il sera en grammes par millilitre. Qu'on écrit grammes fois millilitre puissance moins 1. Donc ici, calcul facile, on a 1,25 g pour la masse et 1 ml pour le volume. 1,25 divisé par 1, ça nous donne toujours 1,25. La masse volumique de l'ascabiol est donc de 1,25 g par millilitre.
On vous demande à présent quelle est la masse du liquide d'ascabiol dans un flacon de 125 ml. Pour cela, on peut utiliser à nouveau la formule de la masse volumique, sauf que cette fois-ci, on cherche la masse, le petit m. On connaît déjà la masse volumique de l'ascabiol, on vient de la calculer, c'est 1,25 g par millilitre, et on connaît également le volume contenu dans le flacon, c'est 125 ml. Donc notre inconnu ici, c'est la masse, petit m. Et pour trouver la masse, il suffit d'écrire la formule d'une manière différente. Masse est égale à masse volumique fois le volume. Pour passer d'une forme à l'autre de la formule, il faut bien maîtriser les règles de 3 en mathématiques. Donc ici, lorsqu'on passe le volume de l'autre côté, il se retrouve multiplié à la masse volumique. Il était en dessous et va se retrouver au-dessus lorsqu'on le fait passer de l'autre côté. Et en faisant notre application numérique, on trouve 1,25 fois 125, ça nous donne 156,25 grammes. Donc la masse d'ascabiol dans le flacon de 125 ml, c'est 156,25 grammes. Et donc, en faisant notre application numérique, on trouve 1,25 fois 125, ce qui nous donne 156,25 grammes. La masse d'ascabiol dans le flacon de 125 ml est de 156,25 grammes. Et dernière question, on vous dit que l'ascabiol ne contient que 10% de benzoate de benzyle. On souhaite savoir quelle est la masse de benzoate de benzyle dans le flacon d'ascabiol. Donc la masse totale d'ascabiol dans le flacon, on l'a calculé, c'est 156,25 grammes. Et parmi ces 156,25 grammes, il n'y a que 10% qui est du benzoate de benzyle. Nous allons donc calculer combien font 10% de la masse d'ascabiol, soit 10% de 156,25. Et nous trouvons finalement que la masse de benzoate de benzyle dans ce flacon d'ascabiol, elle est de 15,625 grammes. Nous avons ici laissé le résultat en entier avec 3 chiffres après la virgule. Nous parlerons lors des prochains chapitres de la notion de chiffre significatif, ou autrement dit de combien est-ce qu'on doit laisser de chiffres après la virgule à notre résultat. Voilà qui conclut notre séance d'exercice sur le premier chapitre de chimie niveau seconde, les corps purs et les mélanges. Je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre sur les solutions aqueuses.